Bienvenue au balado du Forum Jeunesse pan-canadien. Je suis Sue Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, et j'ai le plaisir de te présenter cette série de conversations portant sur le thème de la diversité, thème sélectionné par les jeunes pour cette première édition virtuelle de l'événement. Chaque épisode sera l'occasion de s'entretenir avec un conférencier ou une conférencière du forum et de capturer les témoignages de celles et ceux qui ont assisté aux ateliers afin de te permettre à toi aussi de devenir allié de la diversité. Voici le thème abordé dans cet épisode. Les réalités autochtones. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce forum de la FJCF, cette discussion table ronde. Et je suis votre hôte, Mehdi Cayenne, et je suis très heureux d'être ici avec vous. Et je tiens d'abord à commencer en reconnaissant que nous sommes sur les territoires non cédés de la nation Kanetehaga. Et souvent, la déclaration de territoire, on a dit que c'était une manière de se donner bonne conscience en disant des mots et en effectuant, se faisant très peu de suivi au niveau des actions et de l'écoute. Et cette discussion se veut une manière d'aller dans le bon sens des choses et d'aller en profondeur. Et justement, nous avons ici aujourd'hui avec nous Élie John Joseph qui a offert une formation récemment, donc à la FJCF, à partir du travail de Wapikani Mobile où des films faits par des jeunes autochtones en région, des films vont être créés et partagés dans une espèce de notion de souveraineté narrative à laquelle on pourra revenir. Alors, bonjour Élie John, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Bonjour. Excellent. Et je souhaite étendre aussi le bonjour à Amélie et Emmanuel qui sont avec nous et qui ont effectivement également participé à la conférence. Bonjour Amélie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Salut. Tout le monde est là? OK, on est bon pour y aller. Et j'aimerais, Élie John, commencer notre discussion en ouvrant sur une image qui m'a beaucoup frappé à la fin de votre conférence où l'hymne national canadien, le Haut-Canada, était repris en langue Innu. Est-ce que tout le monde se replace bien à ce moment-là? Se rappelle bien de ce moment-là? Oui. De l'entendre en langue Innu, pour moi, ça soulignait la réalité du fait qu'en fait, depuis toujours, nous étions accueillis par les peuples autochtones sur ces territoires. Et ça soulignait vraiment de manière absolument évocatrice cette réalité-là. Et justement, je trouve que c'est une très belle entrée en matière, en fait, et une occasion pour moi de vous dire d'individu à individu et dans la mesure où c'est possible de peuple à peuple, merci d'être ici avec nous et surtout, merci de nous accueillir ainsi. Ça fait plaisir. Je pensais que... Un long speech très passionné d'entrée de jeu en matière. Mais effectivement, Élie John, j'ai trouvé votre conférence touchante et éclairante. J'ai appris plein de trucs et j'aimerais commencer en vous demandant qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire des ateliers, de parler de Wapikani Mobile, d'aller parler aux jeunes du Canada de ces histoires-là. Ah ben, ça fait plaisir d'entendre tout ce que vous dites par rapport à que vous avez aimé l'atelier. C'est tout le temps le fun à entendre. Moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça vraiment important de pouvoir en discuter avec les jeunes pour justement qu'ils puissent connaître l'histoire. Puis je crois que d'amener une perspective un peu personnelle, ça vient un peu renforcer les liens entre moi et les jeunes qui assistent à l'atelier, justement, fait qu'ils sont capables nécessairement de pouvoir s'identifier avec mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'ils puissent savoir qu'ils sont pas seuls s'il y a certaines situations qui arrivent. Je pense que ça résume bien pourquoi j'aime vraiment faire les ateliers de sensibilisation, puis représenter le Wapikani aussi, là. C'est vraiment un plaisir. Oui, absolument. Puis ça se sent dans votre interaction même. La conférence que j'ai vue, bien sûr, était en digital, comme de raison, hein, n'est-ce pas? Mais il y a effectivement vraiment un amour de la culture et puis aussi une bravoure de votre part de parler de votre processus, si on veut, particulièrement un élément qui m'a marqué là-dedans, c'est l'élément de réappropriation culturelle. Cette espèce d'idée de revenir à quelque chose qui nous est essentiel et duquel on s'est senti éloigné. Est-ce que vous diriez que ces ateliers, justement, ont été un pas pour vous en ce sens, dans cette démarche de réappropriation culturelle? Vraiment, en fait. C'est vraiment comme, si je pourrais dire nécessairement presque la base de toute ma réappropriation culturelle. Il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte que je connaissais pas nécessairement, comme même dans ma propre culture. Parce que il y a plusieurs cultures autochtones, mais tu sais, je m'identifie plus à ma culture autochtone, mais je veux dire,
c'était dur nécessairement de savoir qu'est-ce qu'on sait pas jusqu'à temps qu'on te le dise pas. Le fait de pouvoir voir des films du Wapikoni, de pouvoir côtoyer des personnes Innu ou d'autres nations, ça permet de se faire ça fait du bien à son identité. Parce que tout ce qui est arrivé à nos peuples, c'est dur. Donc, je vois vraiment beaucoup de personnes qui sont en réappropriation de leur propre culture. Ça peut avoir l'air triste, mais je crois vraiment que c'est plus comme euh, une lueur d'espoir dans toute la culture qu'on représente. Absolument. Absolument, je suis tellement d'accord avec ce que vous dites et ça revient à un autre que vous disiez pendant la conférence qui était justement de le souhait de sortir de ce rapport qui s'installe parfois où on sent une forme de pitié ou de misérabilisme ou les gens qui sont, comment on dirait, des colons au Canada finalement au sens élargi du terme, euh, vont entretenir un rapport où justement il y a un peu un... Ils ont l'impression qu'ils ont un sentiment positif, mais en fait c'est plus de la charité que de la solidarité. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, je comprends totalement ce que tu veux dire. Souvent, qu'est-ce qui arrive, ça fait plusieurs ateliers que je fais. Mhm. Des fois, selon les publics, jeunes, moins jeunes, mais souvent ça m'arrive d'avoir des personnes qui viennent me voir après un atelier, avant la pandémie, qui venaient me voir en personne, qui me disaient Mhm. justement, c'est triste hein, ce qu'on vous a fait, comme, ou bien, oh, je suis désolé de ce qu'on vous a fait, mais je trouve ça tout le temps, j'ai tout le temps un peu de misère par rapport à ça, parce que c'est pas personnellement toi qui as fait ça. Tu sais, c'est des aspects d'histoire, mais je veux dire, moi, que je vois des personnes autochtones, ce que je vois, c'est vraiment de l'espoir que je vois. Tu sais, de la fierté. Exact. Oui, absolument. Puis il faut éviter cette notion d'arriver un peu avec son petit verre de larmes, son petit verre de larmes blanches et faire voici mes larmes, je suis hot, peux-tu avoir un high five maintenant? J'ai quand même fait du travail de réconciliation. Et donc, oui, il y a vraiment plus. Puis effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites aussi que c'est vraiment des histoires lumineuses. Ça passe dans votre conférence, ça passe dans comment vous en parlez. Et justement que ces histoires-là existent non seulement comme les cultures autochtones, l'histoire avec un grand H autochtone, mais par le fait même, existe aussi en tant que culture canadienne, en tant qu'histoire canadienne. L'histoire de ce qui est arrivé avec les écoles résidentielles, avec le Indian Act, etc., c'est de l'histoire canadienne. Et je trouve que ce soit très positif que les histoires que vous mettez de l'avant dans Wapikoni, elles soient reçues par les élèves et qu'elles soient conçues comme étant faisant partie de la fibre de ce qui constitue la culture qu'on dirait canadienne. Je voudrais revenir à cette idée de la souveraineté narrative. Qu'est-ce que c'est selon vous la souveraineté narrative? Dans le fond, la souveraineté narrative, c'est vraiment comme de se réapproprier notre propre histoire. Wapikani, c'est ça nécessairement, comme lorsqu'on va dans les communautés, les cinéastes sont nécessairement des outils pour nous, autochtones, pour raconter notre histoire. Donc, Mhm. la personne a son parcours de cinéaste, mais il est là vraiment pour, comment je pourrais dire, le cinéaste est comme un outil. La personne autochtone devrait juste utiliser cet outil-là pour raconter son histoire. Donc, la souveraineté narrative, c'est vraiment de se réapproprier son histoire. Parce que souvent, on nous a mis plein de préjugés. Dans les médias, on est perçu d'une certaine manière. Puis, avec la souveraineté narrative, c'est vraiment juste de raconter son histoire contemporaine, mais aussi dans le respect. Loi Piccani, si nécessairement une personne veut plus présenter son film, Loi Piccani, on va respecter ça. On va enlever son film de notre site. Le film appartient au cinéaste. C'est ça qui est vraiment important. Souveraineté narrative, c'est vraiment comme que tu es maître de ton propre film, de ta propre histoire. Absolument. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la personne qui fait donc le mentorat cinématographique, qui aide à faire naître ces histoires-là par un médium cinématographique, elle doit nécessairement, pour que ça marche, être dans une posture d'écoute. C'est une question qui est revenue lors des conférences, qui est comment est-ce que je peux être un bon allié, comment est-ce que je peux participer à ces discussions-là sans marcher sur des pieds, mais etc. Est-ce que selon vous, la posture d'écoute est essentielle à la notion d'indigénisation de la culture canadienne? Exactement. C'est vraiment l'aspect important. Puis dans cette écoute-là aussi, il faut qu'il y ait une forme de respect. Pas nécessairement d'avoir Mhm. un effet de, de hiérarchie, parce que souvent ça peut vite tomber dans une hiérarchie, justement comme Mhm. que une personne vient dans la communauté avec ses savoirs, il pense que les personnes ont des savoirs, mais différents. Mais la manière qu'il faut voir ça, Mhm. c'est plus dans un cercle.
Dans un cercle, on est tous égaux, chacun à chacune. Et le cercle se complète, mais nécessairement, quelqu'un va avoir des connaissances sur un sujet, mais une autre personne va avoir des connaissances sur un autre sujet. Exemple, moi qui ai vécu vraiment beaucoup en ville, si je vais dans le Nujumut qui est le territoire Innu, je vais pas être capable de m'en sortir, tandis que mon grand-père, qui connaît Nujumut comme sa poche, lui, il va pouvoir s'en sortir facilement. Absolument, je comprends. Ça revient aussi à dire que justement, dans cette notion de pouvoir naviguer le territoire comme votre grand-père sait le faire, par opposition à des gens de notre génération, par exemple, ça souligne que le concept de l'indigénisation est vraiment global et part d'une conception de voir le monde, de voir quel est le fonctionnement des choses, de comment ça pourrait être fait. Je pense à notre conférence qui était intitulée « Être queer en français » où c'était souligné comment, finalement, dans beaucoup de cultures autochtones, l'existence de personnes dites « two-spirit » était un fait accepté de longue date. Et donc, c'est pour dire que beaucoup de ces savoirs ancestraux, si on veut, qu'on peut côtoyer en écoutant réellement, ont un bénéfice qui est réel. Et j'aimerais faire ramener une dernière anecdote justement par rapport à l'indigénisation avant de passer enfin la parole à nos formidables participants Amélie et Emmanuel. Mais justement, je me rappelle exactement le moment où j'ai entendu parler pour la première fois le terme indigénisation. J'étais justement en présence de ces grands de Tribe Called Red que j'admire énormément et j'avais jamais entendu ce mot. Et en tant que personne immigrante, c'est très drôle parce que souvent, quand on va dire aux immigrants « Ouais, il faut que tu t'intègres, t'es pas assez intégré », souvent c'est un peu un prétexte pour, vous voyez ce que je veux dire, l'assimilation, l'extrême droite, un peu la suprématie blanche. Puis c'était la première fois que justement la notion de m'intégrer à ma terre d'accueil sortait du domaine de justement cette espèce de whitewashing de la reine, si on veut, pour en fait vraiment s'intégrer à un truc de merde, est-ce que tu connais le nom du territoire sur lequel tu as vraiment grandi? Parce que c'est pas vraiment Côte-des-Neiges, Montréal, seulement au Moncton ou Ottawa, en fait. Et on peut apprendre à dire salam alaikum et hola et konnichiwa, mais beaucoup plus rarement kwekwe dans mon... Et donc, c'est toute cette espèce de notion de « Hey, faut que je m'intègre, finalement », je trouve que c'est un développement très positif. Et donc, je suis heureux que vous y fassiez référence à cette indigénisation par votre démarche. Je trouve ça extrêmement pertinent. Un autre speech qui finit pas par une question. Ellie John. Pardon encore. Mais je suis carrément d'accord avec ça. L'autochtonisation, c'est vraiment comme la porte du futur, nécessairement. Parce que que ce soit au niveau scolaire, au niveau des institutions, décoloniser des institutions ou autochtoniser, nécessairement, c'est la porte du futur. C'est comme ça que je vois ça. Et j'irais même plus loin, si on veut aller dans une métaphore de culture pop, c'est un peu le Wakanda de l'identité canadienne. Si on dit que l'afrofuturisme de Wakanda dans Black Panther est vraiment le panthéon de ce que la culture noire a de plus cool à amener dans le monde, et ce depuis toujours, de la même manière, justement, le processus d'indigénisation, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus vrai et de plus valable dans ce qu'on appellerait l'identité canadienne, tu sais. Ça va bien plus loin que le Tim Hortons et les Meat and Wings. Sur ces sages paroles, mesdames et messieurs, Amélie et Emmanuel, j'aimerais vous entendre. Et d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions, des commentaires déjà sur tout ce que vous avez parcouru ensemble lors de la conférence et lors de la discussion que nous avons jusqu'à maintenant? Vas-y, Amélie. OK. En fait, je regardais mes idées et tout. Moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a vraiment attiré dans Web Économie Mobile, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, c'est que c'est pas vraiment tout le temps de la victimisation envers les peuples autochtones. Oui, c'est certain, ils ont eu un passé très lourd et très difficile à cause de la colonisation, des colonisateurs canadiens. Mais il y a aussi de l'espoir, comme on le mentionne, puis on mentionne également que peut-être l'autodétermination des peuples, ça pourrait aller, puis ça pourrait se mettre de l'avant, puis leur donner plus d'outils en tant que population unique, puis leur donner des moyens de montrer leur identité, puis d'être fiers de leur identité, puis pas tout le temps de les rabaisser, puis de dire « c'est des Autochtones, fait qu'ils sont de deuxième classe. » Voilà. Absolument, merci Amélie. Emmanuel, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Je travaille dans l'industrie de télé et de film, moi. Ça fait que de voir... justement, là, on avait parlé de souveraineté narrative. Je pense que c'était ça le terme que tu avais utilisé. Oui. Je trouve ça tellement important. Je sais, moi, en tant que personne queer qui habite dans l'Ouest francophone, l'importance de se voir et de se reconnaître dans les médias. Et je pense que c'est tellement la meilleure façon de le faire, de donner aux gens les outils
de leur montrer comment les utiliser et de les laisser eux-mêmes raconter leurs propres histoires dans leurs propres mots, dans la façon qu'eux veulent les raconter. C'est tellement efficace comme méthode. C'est vraiment empowering parce que ça montre à ces personnes-là que c'est possible de raconter son histoire et on n'a pas juste besoin de se fier à ce que les grandes boîtes de production sont en train de mettre à la télévision et dans sur les sites internet de streaming. Comme on est capable de créer notre propre contenu. Les outils existent et il y a des gens qui sont là pour nous aider parce que de plus en plus, les gens qui sont des minorités, visibles ou non, exigent une place dans les médias. Et je trouve ça fantastique. Absolument. Elijah, aviez-vous quelque chose à rajouter dans l'immédiat? C'est exactement ça. Dans le fond, c'est juste comme qu'on veut prendre notre place, la place qui a été longtemps due pour nous. Exact. Fait que, justement, comme de pouvoir raconter sa propre histoire, qu'elle soit personnelle, intime, ça permet que le public qui voit ton film ensuite, ça permet de pouvoir s'identifier à ton film, de voir comme, ah, ok, je suis pas tout seul dans cette situation-là où, ah, ok, ce film-là, il m'a vraiment comme bouleversé parce que dans ma culture ou autre, dans mes façons de vivre, ça vient me chercher, tu sais. Fait que le plus personnel est le plus important. Oui, je suis bien d'accord, effectivement, Et puis la tradition, justement, de raconter des histoires de génération en génération, ça fait bien sûr partie des cultures autochtones depuis toujours, comme vous le disiez d'ailleurs dans votre conférence, d'autre manière, de beaucoup de cultures autochtones partout dans le monde, en fait. Et puis ça me fait penser à une chose que, par exemple, dans le dernier gala de la disque, si je ne m'abuse, Florent Volant était sur le podium et il est monté avec tous les artistes qui étaient en nomination dans les artistes autochtones de l'année. Et il a fait un statement que j'ai trouvé très puissant et puis que j'étais certainement pas le seul, où il a dit, en gros, pour paraphraser, sa dernière phrase du speech, c'était « Mais on n'est pas là seulement parce qu'on est des artistes autochtones, on est là parce qu'on est des bons artistes. » Et ça ouvre ma question, laquelle étant, selon vous, dans ce processus d'indigénisation, puis j'ouvre la question à tout le monde, est-ce que ça marche, cette catégorisation qui s'est faite pour éviter la discrimination du système plus global? Est-ce que les bénéfices versus est-ce que c'est bénéfique selon vous? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un pas dans le bon sens? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce genre d'approche-là, selon vous? Moi, quand Florent Volant, oui, il a vraiment dit que c'est une vitrine, dans le fond. C'est vraiment comme pouvoir... La culture autochtone est vraiment en parallèle avec la culture québécoise, puis on essaie de se faire... que ça se regroupe, nécessairement, que ça ne vienne plus des lignes parallèles, mais des lignes... excusez mes mathématiques, perpendiculaires, ça se peut? Oui. Ça va être deux lignes qui se croisent. Oui. Donc, c'est vraiment comme... si ça peut être vu d'une certaine manière, là je parle juste pour moi, mais moi je vois vraiment ça comme un pas vers l'avant, nécessairement. Puis après ça, ensuite, lorsque plus le public général va connaître un peu plus la culture autochtone, là ensuite, selon moi, la catégorie pourrait être enlevée pour justement que ça soit tout un mélange ensemble, égalitaire. Ah. Si ça fait du sens, ce que je dis? Oui. Pour moi, oui, absolument. D'ailleurs, j'étais dans la salle de la disque. Quand c'est arrivé. Ah! Eh bien, nous étions dans la même salle. Les grands esprits se retrouvent, mesdames et messieurs. Amélie et Emmanuel, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Ouais, moi, je dirais c'est pas mal la même chose que ce que Elijah vient de dire, mais pour se rendre à une place où on a de l'équité, comme quand on parle d'égalité et d'équité, en ce moment, on n'est pas rendu à un niveau d'équité. Alors, d'avoir une vitrine spécifiquement pour les Autochtones ou pour les femmes ou pour les personnes queer ou peu importe, n'importe quel groupe minoritaire, ça fait en sorte qu'on est capable d'amplifier nos voix pour que éventuellement ces voix-là soient au même niveau que le mainstream. Et une fois qu'on est rendu là, on espère que ces choses-là deviennent obsolètes parce que l'idée, c'est qu'on n'en ait plus besoin. On ne veut pas être des minorités. Alors en ce moment, ces petites vitrines-là, ça nous permet de se donner un petit boost pour qu'éventuellement, on n'en ait plus besoin parce que le mainstream sera tellement une bonne représentation de la population canadienne ou mondiale, peu importe à quel niveau on le regarde, mais comme
une fois qu'on a cette diversité-là et que nos médias représentent véritablement la diversité qu'on vit, dans ce cas-là, ce sera plus nécessaire. Mais on n'est pas rendu là. Fait que, malheureusement et heureusement, c'est nécessaire. Ouais, exact. Merci, Emmanuel. On pourra y revenir. Je vais voir. Amélie, est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez ajouter à ça? Moi, je pense que tout a été mentionné, tout est complet. Par contre, j'aurais peut-être une question pour l'ensemble des personnes. Comment les allochtones, donc les personnes qui ne sont pas considérées comme autochtones, peuvent être des alliés pour les peuples autochtones? Parce que moi, personnellement, je pense que oui, en effet, les peuples autochtones peuvent avoir les ressources adéquates pour montrer leur culture, pour montrer leur talent, puis être valorisés au sein du Canada. Mais je pense qu'il y a aussi un chemin à faire pour les personnes qui sont allochtones, qui devraient être en mesure d'être un peu plus curieux, puis de comprendre un peu plus la diversité à laquelle les Autochtones sont et peut-être les aider aussi dans ce combat-là. Voilà. Ellie John? Super. Le réseau a lancé une trousse comment être un bien allié autochtone. C'est vraiment comme une ressource vraiment complète, qui explique un peu toutes les préoccupations que vous pouvez avoir. Mais comment être un bon allié? Je la reçois souvent, cette question-là. Moi, je dis juste de parler des injustices. Lorsque ça arrive, exemple, qu'on est dans une épicerie et qu'on entend des injustices par rapport à l'égard des Autochtones, souvent ça arrive. Juste dire comme, vous savez, c'est faux. Juste leur dire comme ça, vous savez, c'est faux pour X raisons. Moi, ça m'arrive souvent, puis là, je mets mon chapeau d'ambassadeur, sensibilisateur, lorsque ça arrive. Il vivait avec les Indiens. Ah non, on dit pas Indien, c'est comme on dit autochtone. Puis là, vous pouvez dire encore plus, quelle nation? Selon quel territoire qu'il vivait, vous pouvez dire la nation. Ah, savez-vous que dans telle nation, c'est les aspects culturels, et ainsi de suite. Fait que moi, je dirais vraiment ça. Si on n'a pas beaucoup de connaissances pour toutes les réalités autochtones, on peut juste dire c'est faux, faudrait mieux faire ces recherches, etc. Juste de prendre la parole pour dénoncer ces injustices-là. Ouais. Mais l'aspect le plus important, c'est vraiment de ne pas prendre la parole pour une personne autochtone, de ne pas parler pour un autochtone. C'est vraiment comme laisser la place qu'il puisse s'exprimer. Mais oui, et pour moi, Ellie John, un truc que vous avez dit dans la conférence qui se répète absolument ici aujourd'hui, c'est que la jeunesse est lumineuse et évolue à partir d'un autre point de vue entièrement que nos ancêtres. Et j'estime que c'est en soi extrêmement positif. Et donc, je sais qu'on a peu de temps, peut-être ai-je trop parlé, j'espère que non, mesdames et messieurs. J'aimerais donc vous repasser la parole pour vous retourner la question justement à Emmanuel et Amélie. Que, selon vous, constitue, à la lumière de toute cette discussion-là, un comportement d'allié et d'autochtonisation qui pourrait être constructif à notre époque? Quels sont des exemples qui pourraient vous venir en tête? Personnellement, pour moi, ça commence en reconnaissant, comme on l'a fait au début du balado, les terres sur lesquelles je me trouve, mais aussi, je reviens beaucoup aux médias aujourd'hui, on dirait que j'ai comme ça à l'esprit, mais des fois, soit c'est de lire des livres ou d'écouter des films ou des balados, peu importe, des histoires qui sont justement comme le fait le Wapikoni Mobile par des personnes autochtones, parce que c'est à la fois ces histoires-là sont faites pour que les autres personnes autochtones puissent s'y reconnaître, mais si c'est seulement les personnes autochtones qui écoutent ces films-là ou qui lisent ces livres-là, l'impact est juste pour les personnes autochtones, tandis que moi, en tant que personne blanche, j'ai beaucoup de choses que je peux apprendre en lisant ces livres-là ou en écoutant ces histoires-là. Et pour moi, ça fait partie du travail d'allié parce qu'en même temps, ça m'enseigne de façon un peu plus indirecte. Et le plus que ces médias-là sont consommés par le public au large, le plus que ça montre que ces histoires valent quelque chose plus que juste pour les communautés d'où elles sortent. Et en même temps, être allié, c'est un travail continu. Ça finit pas. Tu peux pas te déclarer allié et dire bon voilà, c'est fini. C'est fait. C'est ça, je mets ma badge puis je continue. Mais c'est quelque chose qui finit plus. Alors pour moi, comme
je pense que la chose la plus importante d'un allié, c'est d'être capable de réaliser qu'on s'est trompé et de savoir qu'on va faire des erreurs et on va faire des faux pas et on va dire des choses qui sont pas correctes, d'être capable d'avouer que c'était pas correct, de s'excuser et ensuite de se corriger et d'apprendre de ces erreurs-là et de ne pas tout de suite être sur la défensive. C'est une des choses les plus importantes. Alors d'être à l'écoute. En tout cas, je pourrais en parler pendant longtemps. Là. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Amélie, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Et je l'espère. Oui. Oui, bien sûr. Ma réponse est un peu plus générale, puis pas seulement pour les peuples autochtones, mais moi je dirais que pour être un bon allié pour la diversité, il faut surtout être curieux, puis de vouloir apprendre. Tu sais, dans le sens où on sait très bien que l'inconnu fait peur, mais de démystifier certains concepts, certains préjugés qu'on pourrait peut-être avoir, mais ça nous permettrait de voir le monde sous de différentes lunettes. De pouvoir également demander les avis, regarder, lire, s'instruire de plusieurs manières, avec plusieurs sources, comme par exemple les membres de notre famille, l'école en général, ou même encore des conseillers qui sont experts sur certains sujets. Ça peut être une bonne manière d'avoir une meilleure compréhension de nos réalités et des enjeux sociaux de notre pays. Bien dit. Ellie John, il semble que l'avant-mot de la fin vous revient. Vraiment, comme dans la jeunesse, ce que je vois de plus en plus, c'est vraiment comme une lueur d'espoir, justement, comme la petite étincelle, vraiment comme... C'est très lumineux. Exact. J'adore. Pour vrai, comme... je le vois vraiment, le changement, comme de quand j'étais jeune, puis jusqu'à maintenant, où est-ce que, tu sais, je me faisais traiter de nom, des fois, mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est pas supposé d'arriver, mais ça m'est arrivé. J'allais dire, c'est des choses qui arrivent, mais ouais. Ça arrive pas. Je vous comprends bien. C'est un des trucs qui m'a frappé, par exemple, que vous avez rappelé lors de la conférence, que la dernière école résidentielle au Canada a fermé en 1990. 96. 96! J'avais fait une erreur. C'est ça. Hein? J'avoue que j'y ai pensé quand vous l'avez dit, quand j'ai réécouté la conférence. Mais qui étais-je pour aller vous dire? Mais non! Mais tout ça pour dire que moi, je suis arrivé au Canada en 1989. Fait que ça m'a vraiment fait sursauter de me remémorer encore qu'à ce jour, parce que finalement, en 96, c'est il y a si peu de temps, que ça est encore court. Effectivement, ça fait chaud au cœur, que les temps changent, que les perspectives changent, que les discussions incluent plus de voix, parce qu'effectivement, tout le long de mon enfance et de mon adolescence, je sonne vieux, mais là, pas tant que ça, là. Mais c'était effectivement des sujets qui, dans mon entourage immédiat, étaient rarissimes. Et à ce jour, alors qu'à l'inverse, maintenant, même, j'ai assisté, par exemple, à la cérémonie du jour du souvenir de mon enfant de 4 ans, et puis il y avait une longue section sur l'apport des cultures autochtones à l'effort de la guerre. Ce qui était absolument inouï quand moi j'étais enfant. Donc ça me fait effectivement chaud au cœur qu'on en parle, qu'on inclue ces perspectives autochtones dans la perspective plus globale de l'histoire de ce territoire. Et pour finir, je sais que à votre conférence, Ellie John, vous aviez eu la gentillesse de nous honorer de l'apprentissage du mot pour dire bonjour en langue inou, qui est kwe. Et donc, j'aimerais vous demander si vous vouliez, s'il vous plaît, nous partager le mot en langue inou pour dire merci. OK. Ça va être un petit peu dur. Juste répétez après moi. Chinishkimedun. 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 Je me sens comme quand mon père essaie de m'apprendre l'arabe, puis je fais « Oh my God! » Chinishkimedun. OK. Chinishkimedun. Chinishkimedun. OK. Ouais, ça va être comme quand il va y avoir juste une personne. Uh-huh. Donc, tu remercies quelqu'un. Chinishkimedun. Ah! Chinishkimedun. OK. Oh, exactement. Puis quand il va y avoir plusieurs personnes, oui. Chinishkimedno. Chinishkimedno. Ouais, quand il y a plusieurs personnes. Parfait. Mesdames et messieurs, ben là, à l'origine, je voulais que tout le monde le répète en même temps, mais là, je veux pas. Chinishkimedno. Ouais. Donc, c'est à travailler et à la prochaine itération de cette discussion, Ellie John, j'aurai travaillé mon Chinishkimednon, je vous le jure. Ça fait du bien entendre. Ben, nous aussi, je vous remercie beaucoup de
toute la passion et la sincérité que vous avez mis tant dans la conférence que dans cette discussion aujourd'hui. Je vous remercie pour l'échange et le partage. Merci aussi Amélie et Emmanuel. Je suis vraiment heureux du moment qu'on a pu partager tous les quatre et je suis sûr que nos auditeurs et auditrices auront beaucoup à prendre de cette discussion que nous avons eue. Merci à Picconi Mobile et à la FJCF de nous accueillir, bien sûr, ici dans le studio de Magnéto où nous avons l'occasion tous ensemble de nous coucher moins niaiseux ce soir. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie à tous. Billy John, Amélie, Emmanuel, merci beaucoup. Prenez soin de vous, courage et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Le balado du Forum Jeunesse Pan-Canadien est une production de la Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française, réalisée par Magnéto. Et bien sûr, n'hésite pas à écouter d'autres épisodes de la série disponibles via ton application balado préférée.